Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Comme vous attendez, on va parler de BD aujourd'hui à l'approche d'Angoulême. Pour ce premier plateau, on est déjà parti sur quelque chose d'assez classique, BD franco-belge. Avant toute chose, je voulais vous présenter mes premiers invités. Pascal Mériot, directeur pôle BD du Hauts-de-France, qui nous parlera un peu de ses nouveaux projets de festival et du Club 99. David Groison, directeur éditorial de Bayard Graphique. Bonjour. Bonjour. Quentin Guivreau, éditeur chez La Boîte à Bulles. Bonjour. Et François Bachelot, directeur général chez Duno, qui va nous parler de Duno Graphique. Bonjour. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus après. Alors, tout d'abord, je voulais commencer avec vous, Pascal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette nouvelle édition qui se prépare à Angoulême? On doit s'attendre un peu à quoi? Je pense qu'il faut s'attendre à ce à quoi on est confronté chaque année, c'est-à-dire le moment où un maximum d'auteurs, d'acteurs du monde de la bande dessinée se déplacent en terre charentaise en janvier. C'est pas toujours simple pour mille et une raisons climatiques et logistiques, mais voilà, ça va être le grand moment médiatique en particulier. C'est la fenêtre médiatique de la bande dessinée chaque année qu'on va retrouver là-bas. Et puis les usuelles programmations, que ce soit les expositions, les conférences, les animations, et puis toute la dimension professionnelle en coulisses avec le marché des droits internationaux, avec toutes les possibles tractations imaginables, et également lors d'une manifestation comme celle-là. Je crois que le mot incontournable a été inventé pour ce type de manifestation. Vous avez aussi, on m'a dit, monté quelque chose qui s'appelle Club 99. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, même si pour le titre, j'ai toujours un petit doute, je ne suis pas sûr de savoir exactement comment l'expliquer. Peut-être parce que 9e art, et peut-être parce qu'il y a 9 structures qui le composent, mais l'idée est pour des manifestations de bande dessinée en France qui sont à la fois soutenues par le Centre national du livre et la SOFIA, d'essayer de mutualiser un petit peu des outils, de la communication, d'avoir un petit peu une voix également. Il existe le Relief, la fédération des manifestations littéraires, il existe une fédération de manifestations jeunesse, et il n'y avait pas ça sur la bande dessinée. Et puis un moment de BD 2020, quand on a été rassemblés par le CNL pour savoir comment on allait travailler sur cette année, qui a donné ce qu'elle a donné après pour des raisons qui nous ont échappé, on a ressenti ce besoin de partager plus, de partager nos expériences, nos difficultés sur le terrain aussi, parce que le financement de la culture, c'est loin d'être une évidence, et en particulier sur la bande dessinée, parce qu'elle n'a pas cette historicité que d'autres moyens d'expression ont, qu'a le cinéma, que peut avoir évidemment la littérature, les arts plastiques, les arts graphiques. Et donc, on a eu envie de créer cette fédération. Dans un premier temps, on démarre à 9, puis très rapidement, on va ouvrir ça à toute structure événementielle travaillant sur la bande dessinée qui a envie d'aller plus loin et qui a envie en particulier de faire ce qu'on fait dans nos manifestations, c'est-à-dire de mettre clairement les autrices et les auteurs au centre du dispositif. Alors, si par exemple je suis directrice de festival belge, est-ce que je peux intégrer le Club 99 ou pas? Alors, c'est une question qu'on ne s'était pas posée au tout début, mais oui, je pense qu'on va travailler sur l'espace francophone, ça paraît être une évidence. On a tellement en commun, même si, par exemple, les conseils qu'on peut se donner sur le financement institutionnel ne seront pas de la même nature. Mais pour le reste, ce sont les mêmes questions qui se posent. Comment est-ce qu'on montre la bande dessinée? Comment est-ce qu'on la valorise? Comment on valorise les auteurs? C'est clairement de là qu'on veut parler. Génial, ça donne en tout cas hyper envie. David, vous êtes directeur éditorial d'une maison toute jeune. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors toute jeune dans une maison un peu plus ancienne, Bayard Graphique. Moi, je suis directeur éditorial de Bayard Graphique, qui est hébergé par Bayard. Alors Bayard, c'est BD Kids avec Ariol, Anatole Latuile. Il y a 3 ans, on a lancé un label pour ados avec Bande d'ados. Et du coup, au printemps, on a lancé Bayard Graphique avec l'idée que ça soit un label pour adultes, pour un large public, qui soit ancré dans le réel. Que ça puisse être des enquêtes, des reportages, que ça puisse être des biographies, des témoignages. L'idée, c'est d'avoir vraiment des regards d'auteurs et d'autrices qui portent des récits, des histoires qui nous éclairent à la fois sur soi-même, sur les autres, sur le monde qui nous entoure. Donc voilà, on a sorti 6 titres depuis le printemps, et on est assez heureux effectivement de l'accueil qui nous est fait. Il y a un titre qui a un nom d'ailleurs un petit peu étrange qui s'appelle Lebensborn, si je n'écorche pas. Oui, alors vous m'avez demandé de les amener, donc je l'ai là. Il sort mercredi 17, Lebensborn d'Isabelle Maroger, qui incarne assez bien ce qu'on veut faire.
D'abord parce que effectivement Isabelle Maroger, c'est une autrice qui travaille avec Bayard, qui fait chez nous une bande dessinée chez BD Kids qui s'appelle Grâce. Et puis c'est vraiment c'est une histoire familiale, c'est une enquête familiale. L'histoire d'Isabelle, en fait, ça démarre, elle est dans le bus avec son petit bébé sur le ventre, et puis elle est une vieille femme qui en face lui dit, une vieille dame qui lui dit ah, blond aux yeux bleus, ça devient rare comme race. Et du coup, elle est dans cette sidération-là, elle ne sait pas quoi dire, elle ramène ça à la maison, elle en parle avec les uns, les autres. Et c'est le point de départ d'une enquête, parce qu'effectivement, blond aux yeux bleus, elle aussi, elle est blonde aux yeux bleus, parce que sa mère est née en Norvège dans un Lebensborn, et un Lebensborn, c'était l'autre projet des nazis, l'autre projet d'Himmler, qui était de faire des fabriques de petits Aryens en Allemagne, en Norvège. Il y en a eu aussi un en France, en Pologne, et du coup elle enquête à la fois sur l'histoire de sa mère, elle retrouve les cousins norvégiens, elle trouve même l'homme, le SS qui était venu séduire la grand-mère, la génitrice de sa mère. Donc elle retrouve toutes ces personnes, elle y va aussi avec une forme de candeur en se disant qu'avec cet homme allemand, peut-être elle va retrouver en lui des éléments qu'il y a en elle, etc. Et bon, sans trop divulgacher, ça va pas très bien se passer. Donc voilà, donc c'est à la fois une façon très incarnée, très personnelle de nous raconter un pan de l'histoire qui a été assez peu raconté. Il y a eu quelques romans, mais c'est resté très tabou. D'abord parce que Nuremberg, en fait, a pas classé ça comme crime contre l'humanité juste après-guerre, en se disant qu'au fond c'était peut-être des orphelinats, etc. Et donc voyant pas l'horreur de ce qui s'était passé. Et puis pour les familles, en fait, il y avait une forme de honte. Il y a même voilà, comme si le nazisme était génétique, quoi, comme si ça passait de père en fils et en fille. Exactement. Et d'ailleurs, la façon dont l'écriture de la BD même a été faite traduit un peu d'une douleur qui oui, qui est encore c'est là. une douleur. Alors, il y a cet autre sujet, effectivement, dans la BD, de se dire à qui appartiennent les traumas, parce que Isabelle, elle n'est pas sûre que sa mère va être d'accord pour raconter cette histoire, en disant, voilà, est-ce que c'est l'histoire de ma mère, ou est-ce que c'est mon histoire, est-ce que c'est l'histoire de mon fils aussi, qui est héritier de cette histoire. Donc c'est vrai qu'elle a trouvé le ton, on l'a accompagnée, parce qu'au début, elle se disait, est-ce que je fais une fiction en disant que je réinvente la vie de ma grand-mère dans les années 40 en Norvège. Et puis finalement, elle s'est rendue compte que tout sonnait faux et que le sujet, c'était malgré tout, c'était elle qui allait mener cette enquête, qui allait nous la raconter, la porter. Donc elle est allée en Norvège, elle est allée sur les lieux, etc. Il y a une photo à la fin qui devant ce lieu, ce Lebensborn. Voilà. Et du coup, ce trait très mignon d'Isabelle avec cette histoire très glaçante, je crois que ça en fait un récit très fort. Exactement. Alors, rien à voir. Deuxième titre dont vous vouliez parler, et pour le coup beaucoup plus coloré, mais c'est aussi une enquête. C'est aussi une enquête, mais effectivement, ça n'a rien à voir. La Révolution Emoji, qui sortira au printemps, en avril, tout début avril. L'idée là, c'est une enquête avec au dessin Paul Ray, qui a signé deux albums là, chez Sarbacane qui étaient très beaux. Et l'idée là, c'est une journaliste qui enquête sur les emojis en se disant, mais c'est bizarre quand même, pourquoi on a des emojis sushi et paraclète, et pourquoi on a une centrale nucléaire, on a un baril de pétrole, on a une pompe à essence, c'est pas d'éolienne. Et qui se dit qu'elle a envie, elle, d'avoir un emoji éolienne. Et donc, c'est le point de départ tout un chemin qui est basé sur des vraies rencontres, des vraies interviews avec tous les acteurs des emojis. Le japonais qui a créé les premiers emojis à la fin des années 90, et donc ça raconte ce que les emojis doivent à la culture visuelle du Japon. Avec la stagiaire d'Apple, Angela Guzman, qui a dessiné un été en 2 mois les 300 premiers emojis tels qu'on les connaît aujourd'hui, et qui a touché pour ça sa prime de stage et 0 royalties. Le consortium qui décide chaque année des nouveaux emojis, pourquoi cette année on va avoir du gingembre, et voilà. Et donc ça, c'est ce consortium d'acteurs, des GAFAM,
dans la Silicon Valley, au nom de quoi il décide, pourquoi. Il y a aussi le Sultana d'Oman qui décide, là, là je vous invite à lire la BD pour comprendre pourquoi. Et puis, au fond, c'est l'enquête sur l'histoire des émojis, mais aussi sur ce phénomène-là et sur tous ces aspects, avec un juriste qui nous dit est-ce qu'on peut aller en prison en envoyant un emoji pistolet ou être accusé de harcèlement avec un emoji aubergine, avec un lobbyiste breton qui se bat pour le drapeau Guanadu. Et pourquoi, là je divulgage aussi un petit peu, mais pourquoi il ne l'aura jamais? Parce que notamment, justement, les GAFAM veulent surtout pas du drapeau tibétain et se fâcher avec un marché de 1,4 milliard utilisateurs, et donc on a décidé qu'ils ne prenaient plus un seul drapeau. Donc voilà, donc avec un égyptologue, avec évidemment aussi des linguistes sur la façon d'utiliser les emojis différentes pour les jeunes, les plus âgés, suivant les pays, etc. Donc c'est vraiment la première enquête et histoire mondiale sur les emojis. Et puis ce que vous dites pas, c'est qu'aussi on a l'auteur parmi nous. Et c'est moi le scénariste. Ouais, tout à fait. Parce qu'avant, du coup, j'ai rejoint le label au printemps. À la fois pour le plaisir d'avoir écrit cette BD, de voir un scénario se transformer en dessin avec Paul Ray. Et avant, effectivement, j'étais journaliste pour la presse ado de Bayard, pour Okapi, pour Phosphore. Et donc, avec ces réflexes aussi journalistes, de se dire voilà, comment nourrir des enquêtes et les traduire en images, ce qui est quelque chose qu'on sait faire et qu'on apprend à faire chez Bayard. Là, vous nous avez présenté 2 titres qui sont, on peut dire, des BD d'enquête, mais est-ce que du coup, on peut, quand on a pas mal de libraires parmi nous aujourd'hui, les classer plutôt en BD documentaire, en BD réaliste? Comment on se situe un petit peu? Alors nous, ce qu'on a envie, c'est que ça soit vraiment effectivement ancré dans le réel, mais que ça soit pas forcément documentaire, dans le sens où à chaque fois, vraiment, il y a des auteurs, des autrices dont on sent le regard singulier, la patte, qui est cette dimension d'émotion, de récit, comme voilà, tout ce qu'on fait chez Bayard, c'est vraiment que ça soit des histoires qui nous transforment et qui nous transportent. Et effectivement, dans nos premières sorties, on a pu être autant sur une histoire féministe de la pop avec Music Queens, avec Rebecca Manzoni, Leslie Play et Émilie Valentin, qui était aussi un animé sur Arte. En disant voilà comment ces femmes, ces artistes ont bousculé les codes de Nina Simone à Beyoncé, que ça soit un essai engagé sur la ménopause avec Moi je veux être une sorcière, avec un parc d'attractions qui reproduit les différentes étapes de la ménopause. Et effectivement, on n'est pas dans le documentaire parce que ce parc d'attractions n'existe pas, mais on est ancré dans le réel parce que effectivement, Marie Pavlenko, l'autrice, a fait tout ce travail d'enquête, de recueil de témoignages, de travail scientifique, avec aussi des pages très belles avec des orques, parce que les orques sont les seuls mammifères qui ont aussi une ménopause, mais comme c'est un matriarcat, voilà, ça ne se passe pas du tout comme chez nous. Donc voilà, il y a tout cet écho-là. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on soit ancré dans le réel, mais toujours mettre ce regard singulier d'auteur et d'autrice au centre. Génial, merci beaucoup David. Allez, je me tourne vers ma gauche, vers Quentin, donc éditeur chez La Boîte à Bulles. Vous allez nous parler de beaucoup de livres, notamment une magnifique adaptation issue d'un livre de Virginie Grimaldi. C'est ça, donc j'ai ramené les livres ici pour vous les montrer en même temps. Donc le premier, oui, c'est ça, c'est Les Moments doux. Alors il faut savoir donc, que La Boîte à Bulles, c'est une maison d'édition qui est centrée sur la bande dessinée du réel. Donc par là, c'est une appellation assez large qui veut dire qui inclut donc le documentaire, l'intime, la fiction aussi, mais toujours ancrée dans le réel. Donc c'est toujours une manière de parler de notre monde d'aujourd'hui. Donc ce premier livre, c'est un livre qui est plutôt dans notre ligne intime et aussi adaptation littéraire, puisqu'on en fait plusieurs. C'est l'adaptation donc de Souvenirs de moments doux de Virginie Grimaldi, qui a été un peu notre best-seller de fin d'année, qui a très bien fonctionné, qui a beaucoup plu, qui a des très bonnes notes sur les sites de notation. C'est donc une adaptation appropriée par ses auteurs, Vincent Henry et Valeria Gufanti, qui raconte l'histoire de Lily, une jeune mère de la vingtaine, qui vient d'avoir son premier enfant,
prématurée, donc qui a quelques complications, et de Élise, une mère qui, elle, a la quarantaine et qui est un peu mise à la retraite puisque son fils part faire ses études à la capitale. C'est un livre qui est très touchant, qui a beaucoup plu à Virginie Grimaldi elle-même, puisqu'elle l'a suivi au début avant de laisser les mains libres aux deux adaptateurs. Les fans ont adoré et même les lecteurs comme moi qui n'avaient jamais lu de livre de Virginie Grimaldi, voilà, c'est un livre qui nous prend au cœur et jusqu'à nous lâcher à la fin assez ému. Alors, 2 salles, 2 ambiances. Après, on part sur quelque chose de complètement différent. Les Russes, une enquête. À quoi pensent les Russes, il me semble? C'est ça, exactement. Donc ça, c'est un livre de Nicolas Wilde, qui est un gros auteur de la maison, puisque pour les libraires parmi nous, ils connaissent peut-être Kaboul Disco, qu'avait fait Nicolas il y a une dizaine d'années chez nous. Un peu plus d'une dizaine d'années même. Donc Nicolas, il fait de la BD documentaire. Donc ça, c'est plutôt notre ligne documentaire. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que dans le contexte de la guerre en Ukraine, les journalistes occidentaux n'avaient pas le droit d'aller en Ukraine. Par contre, les artistes, eux, pouvaient avoir un visa d'artiste. Donc Nicolas, qui a la double casquette, s'est fait faire un visa d'artiste et il a pu faire un reportage assez inédit dans lequel il est allé sonder l'âme des Russes, ce qu'ils pensent de cette guerre, quel est leur état d'esprit, quelle est leur position. Donc on va voir que c'est assez complexe, qu'il y a des positionnements très différents. Et toujours, Nicolas a une manière assez légère, assez humoristique, tirant un petit peu vers l'absurde, de raconter tout ça. Donc c'est à la fois un reportage au réel moment, voilà, au sens de reportage, qui va nous raconter la réalité du terrain, et en même temps une lecture assez facile, qui a été sélectionnée d'ailleurs au prix France Info de la BD d'actualité et de reportage. C'est un format d'ailleurs assez rigolo. C'est l'auteur qui a choisi ce format, c'est vous? Comment... Oui, on a décidé de faire un format à l'italienne parce qu'en fait, il l'a écrit à l'origine en le pensant pour un format web. Donc c'est des petites cases, un petit peu comme du webtoon. Et en fait, on s'est dit que c'était plus facile de le passer à l'italienne avec 2 cases par page. Génial. Ça donne hyper envie, ce petit format. Après, donc, il me semble que c'est un bouquin sur Simone Veil. Donc pareil, là, on est vraiment sur des ouvrages complètement différents. C'est ça. Donc là, c'est plus de la veine historique de notre catalogue. Alors, encore une adaptation, mais cette fois-ci, une adaptation d'un livre d'histoire de Dominique Misica, qui est experte de la période de la Seconde Guerre mondiale, qui travaille aussi pour les éditions Talendier, qui fait partie de la fondation de la Maison des Yeux, et c'est adapté par Pascal Bresson. Donc Pascal Bresson, il est assez connu aussi dans le milieu de la BD, puisque c'est lui qui a fait l'adaptation en bande dessinée de la vie de Simone Veil l'immortelle, qu'on voit beaucoup en librairie, qui est même étudié maintenant, il me semble, dans les classes de français au lycée. Donc Pascal Bresson, il a voulu encore raconter Simone Veil, mais cette fois-ci en partant plus sur sa vie personnelle, plutôt même, je dirais, sa vie familiale. Parce qu'il faut savoir que Simone Veil a connu, donc on le sait très bien, a connu la Seconde Guerre mondiale et les camps. Mais dans sa famille, il y avait aussi, par exemple, sa sœur, qui est en couverture là, qui est Denise Vernet, et qui, elle, a été déportée aussi, mais pas en tant que juive, mais en tant que résistante. Et donc, au sortir de la guerre, Simone Veil n'était pas la Simone Veil qui est connue aujourd'hui, mais par contre, Denise Vernet, elle, passait à la radio, faisait des conférences en tant que résistante. Donc ça raconte aussi une période dans laquelle les Français étaient assez embarrassés de ce qui s'était passé, où on cachait un petit peu sous le tapis les crimes de la Shoah, et on préférait raconter le roman national d'une France résistante. Alors c'est marrant parce qu'il y a quand même beaucoup d'adaptations dans ce que vous nous présentez. Comment, c'est une question qui reste pour moi encore un peu irrésolue, si on peut dire. Comment on adapte correctement une histoire en BD? Parce que c'est quand même, quand on lit un texte, on imagine des choses. Là, elles vont être dessinées. Comment on fait? Oui, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'on a pas mal d'adaptations. C'est pas forcément un choix, on n'a pas une ligne centrée sur l'adaptation, mais il se trouve qu'en fait, étant donné qu'on fait de la bande dessinée qui parle du monde réel, on va avoir beaucoup d'auteurs qui vont venir d'eux-mêmes s'appuyer sur des ouvrages historiques, sur des ouvrages même de littérature qui les ont touchés, mais qui vont être des ouvrages intimes. Donc souvent, c'est les auteurs qui arrivent eux-mêmes et on les accompagne quand on trouve ça intéressant.
Et ça pose différentes questions. Donc, par exemple, pour le livre de Virginie Grimaldi, va y avoir la question d'un livre qui est assez connu, comment le public va le recevoir. Donc, Virginie Grimaldi, au début, elle suivait la création, elle avait un petit peu peur de ce qu'on allait faire de ses mots. Et en fait, assez rapidement, elle s'est rendue compte que l'adaptation était à la fois fidèle et à la fois très personnelle à ses auteurs. Et très vite, elle a lâché prise et elle a laissé les auteurs faire. Et elle est revenue à la fin pour vérifier que tout fonctionnait bien. Elle a fait 2-3 petites corrections assez mineures. Donc voilà, il va y avoir comment mettre en image des choses que les lecteurs se sont déjà appropriées. Il va aussi y avoir la question des choses, des livres historiques. En l'occurrence pour ce livre, donc ça se base sur des faits historiques. Là où Dominique Missica, quand elle racontait, elle pouvait raconter bien, voilà. Je veux dire bien ce qu'elle voulait, elle se base sur l'histoire, mais elle pouvait choisir de raconter certaines choses et de ne pas forcément s'attarder sur d'autres choses. Par exemple, on va avoir la question de quand Simone Veil va dans les camps. Il faut savoir que les personnes dans les camps étaient rasées, mais on a découvert que Simone n'était pas totalement rasée, il restait un petit peu de cheveux. C'est quelque chose que n'aborde pas en détail Dominique dans son livre, donc on s'est posé la question il fallait nous trouver des sources, nous. Elle peut choisir de ne juste pas raconter, de raconter les camps sans raconter comment physiquement était Simone. Nous, on n'a pas le choix, on la voit, donc il va falloir qu'on se renseigne là-dessus. Donc là, ça va poser d'autres questions, mais en fait, étant donné qu'on a Dominique avec nous qui elle est experte, on va pouvoir lui poser des questions. Donc il y a aussi une manière de collaborer, elle, mot mal choisi, mais de travailler ensemble. Elle a relu le livre à la fin, elle a remarqué en effet que sur des images, des choses qui étaient dans le flou de ce qu'elle avait, qui étaient entre les lignes de ce qu'elle avait écrit, il y avait quelques éléments qui n'étaient pas historiquement vérifiés. Donc elle est revenue en disant attention, ça c'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc c'est voilà, l'historien qui est derrière peut aussi nous aider à faire une bonne adaptation. Et pour donner un dernier exemple, j'ai ramené un autre livre qui est Majnoun et Laïli par Yann Demezin, qui lui est sorti un petit peu avant, il est sorti en 2022, qui lui est une adaptation d'un conte perse qui a beaucoup plu aux libraires, au public. On a entendu beaucoup de bons retours de ce livre. Et là, c'est l'adaptation d'un conte perse, alors même je dirais d'un conte de tout le monde arabo-musulman, mais là c'est la version perse qui est adaptée par son auteur. Lui-même, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un conte très très connu dans le monde arabo-musulman, qui est assez peu connu en France, qui est un amour impossible, une sorte de Roméo et Juliette, je dirais, de cette ère géographique, mais que l'auteur a décidé de s'approprier lui-même, qu'il a re-raconté à sa manière en alexandrin, qu'il a mis en image avec des dessins très inspirés de l'art perse. Donc voilà, il va y avoir aussi une manière de réinventer un texte très connu. Ce qu'on peut voir un petit peu à l'intérieur, oui. je serais curieuse de voir si ça a la même... Oui, donc oui, on est vraiment sur un livre avec peu de texte aussi. C'était un choix. C'est un choix de l'auteur, c'est difficile de parler en même temps. Mais donc oui, on a les textes en haut, l'illustration. Donc on pourrait dire qu'on est presque dans de livres illustrés, mais en fait on verra qu'il y a vraiment un dialogue entre le texte et l'image. Et même des moments où on est clairement sur de la BD pure. Alors là, j'ai pas de page exacte qui vous le montre, mais avec des moments avec des bulles, des cases, un enchaînement, une séquentialité, comment dire en bande dessinée. Ouais, c'est vraiment hyper beau. Un gros bouquin aussi, par ailleurs. Je vois qu'il est assez épais. Merci beaucoup, Quentin, pour tous ces ouvrages. Ah tiens, d'ailleurs, je me disais aussi, je vois que j'avais aussi noté arrêt de jeu, puisqu'on va arriver avec le foot bientôt. Oui, c'est ça. Alors je voulais aussi parler de 2 livres qui vont bientôt sortir, que j'ai suivis. Alors il y a Arrêt de jeu en effet, qui est... alors on sait tous qu'il y a les Jeux Olympiques qui arrivent à l'été 2024, mais juste avant il va y avoir l'Euro, alors qui ne se passera pas en France, mais qui va aussi occuper l'actualité. Et nous on va avoir un livre qui va sortir, qui est un livre d'un auteur, un premier ouvrage. C'est un auteur suisse qui s'appelle Maxime Schertenleib, qui a en fait eu une petite carrière de footballeur en Suisse. Alors assez modeste, il était à un niveau semi-professionnel, mais à un niveau suffisant pour avoir vu l'intérieur du milieu du football. Et il se trouve qu'après une vingtaine d'années passées dans le football, vu qu'il a commencé tout petit, il a décidé d'arrêter, de se lancer totalement dans le dessin, qui était son autre passion. Et donc ça fait un livre qui est à la croisée des deux. Il va nous expliquer pourquoi il a arrêté. Alors c'est pas un témoignage à charge, c'est plutôt un témoignage plein d'amour, parce qu'il aime son sport, il aime le football, il en fait toujours avec des amis. Mais il a décidé d'arrêter à contre-cœur.
à cause de tous les à côté qu'il y a dans le football, à cause du sexisme, à cause de l'homophobie, à cause de ce culte de cette masculinité très virile dans laquelle ils ne se reconnaissaient pas. Et j'avais aussi un autre livre qui sort, donc lui il sort en juin donc pour l'Euro, et en mai on va y avoir Fileuse de soie, qui est une fiction historique qui se passe dans la Drôme provençale du début du XXe siècle, dans une usine pensionnat. C'est quelque chose qui est assez peu connu, mais les usines pensionnats, c'était des lieux dans lesquels on recueillait les filles des rues ou les filles de la campagne, des jeunes filles dans la misère, qui allaient travailler, mais d'une certaine manière qui allaient être exploitées en fait, pour filer la soie là en l'occurrence. C'est un drame de 3 jeunes filles qui rentrent dans ces usines pensionnats, mais vous le verrez, c'est à la fois un livre historique, à la fois un livre très grand public, avec des très très beaux dessins d'un jeune auteur encore une fois. C'est un premier livre pour lui, en tant que dessinateur, avec 2 scénaristes plus chevronnés. Donc voilà, on a hâte de le faire découvrir aussi. Trop bien. Je pensais à Arrêt de jeu, un bon complément peut-être au bouquin de Jérôme Latta qui est sorti chez Divergence, qui est plutôt côté essai. Ouais. Ça peut être 2 bons livres qui peuvent bien fusionner ensemble, à mon avis. Merci beaucoup. On passe à François. Alors, François, vous, à la base, vous partez quand même d'une maison universitaire. Pourquoi il y a de la BD chez vous? Alors c'est vrai que Duno est plutôt connu pour ses publications universitaires. On a 200 ans d'existence, plus de 200 ans d'existence quand même. Donc on a une maison vénérable et qui s'est construite sur l'universitaire, les sciences et techniques, mais en fait sur le savoir. Et qui s'est beaucoup diversifié au fil du temps. Et finalement, la mission commune à tout ce qu'on fait, c'est de transmettre le savoir. Et aujourd'hui, quoi de mieux pour transmettre le savoir que la bande dessinée qui va s'adresser à tout le monde, qui va permettre une vulgarisation, de passer un contenu imagé beaucoup plus fort. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est le média parfait finalement pour remplir la mission de Duno, cet ADN de transmission de savoir. Pour commencer, par exemple, mais vraiment, je pense, illustrer d'ailleurs cette dimension savoir, il y a toute on va dire une saga, j'ai envie de l'appeler, sur la géopolitique. Il y a 2 ouvrages qui sont déjà sortis et il y en a un petit peu hybride qui arrive. Voilà, on va commencer par parler de la nouveauté avant de parler du fond. On a travaillé avec Pascal Boniface, qui est un géopolitologue assez connu puisqu'il écume les plateaux de télé pour parler de la situation internationale, donc qui chez nous faisait des essais justement, donc plutôt des ouvrages au noir comme on dit chez nous, et on a eu l'envie de le faire passer dans la bande dessinée. Donc il a écrit avec Tommy, qui est un dessinateur de presse, Géostratégiques, à la rentrée 22, qui a eu un gros succès. Je ne sais pas si on donne les chiffres ici, mais enfin, qui s'est vendu par dizaines de milliers d'exemplaires, qui a conquis à la fois un public, le grand public, un public aussi d'étudiants, voilà, des gens qui avaient envie de comprendre finalement l'histoire des relations internationales. Alors, fort du succès du premier, on a sorti un deuxième. Évidemment, les éditeurs sont pleins de créativité, qui, lui, parle des enjeux du monde actuel. Donc, évidemment, les crises, l'environnement, les nouvelles puissances, etc. Donc, un tome plutôt historique, un tome plutôt actuel. Et puis, Pascal Boniface est un fanat de sport, de foot notamment, et créativité encore. Les JO approchant, on a eu envie de faire... Alors, ce qui n'est pas vraiment un 3e tome, ce qu'on appelle dans le cinéma un spin-off, hein, donc sous la bannière Géostratégiques, de parler finalement de la géopolitique des Jeux Olympiques, qu'on a failli appeler Géostratégiques, mais bon, il y a des problèmes de droit, donc il s'appellera Un monde de jeux, et qui reprend finalement l'histoire des Jeux Olympiques modernes sous l'angle géostratégique. Parce qu'il faut savoir que dès le début, quand le baron Pierre de Coubertin a recréé les Jeux Olympiques en 1896, sous un vernis de pacification, on va rapprocher les peuples. En fait, pas du tout. Son but, c'est de damer le pion à l'Angleterre, puissance économique, de damer le pion à l'Allemagne, puissance militaire, en montrant que la France est une puissance sportive. C'est déjà le soft power. Premier jeu, premier boycott. Les jeux se passent en Grèce, du coup la Turquie, pour des raisons historiques de division de l'Empire ottoman, refuse de participer. Et après, voilà, à chaque jeu finalement va correspondre des événements géopolitiques. Je fais rapidement. Alors oui, 1900, les jeux sont à Paris, tout le monde s'en fiche.
C'est assez différent d'aujourd'hui, parce qu'il y a l'exposition universelle en même temps. L'exposition universelle, c'est la modernité. Les JO, c'est les trucs antiques. Tout le monde s'en fiche, mais c'est quand même les premiers JO où il y aura des femmes qui participent, donc ça c'est à noter. Ensuite, vous avez les JO en 1904 à Saint-Louis aux États-Unis qui sont appelés les Jeux de la honte. On fait des épreuves spéciales pour les tribus amérindiennes en leur faisant faire des jets de pierre pour montrer la supériorité de la race blanche sur les races natives. Voilà. Donc il y a toutes ces horreurs. Et après, évidemment, on va aller sur des choses plus connues comme les Jeux de 36 à Berlin et la glorification du nazisme. Et après la guerre, tout ce qui va se... À la fois, l'URSS arrive après la guerre en disant bah oui, maintenant on veut bien participer, alors qu'ils avaient boycotté les Jeux bourgeois, comme ils les appelaient. Et puis après, on a le boycott des Jeux de Moscou en 80 par les États-Unis, des Jeux américains en 84 par l'URSS, etc., en passant par les attentats de 1972. Voilà. Donc en fait, l'histoire des Jeux Olympiques, c'est une histoire géopolitique du XXe siècle, et c'est ça qu'on retrace à travers ce livre qui va paraître fin avril, début mai, donc opportunément pour les Jeux Olympiques. Ouais, ça donne un peu le ton. Alors, dans ce que vous avez cité, quand même, pas forcément des exemples très valorisants pour les JO, mais pourquoi pas moi, la je géopolitique suis pour, est effectivement rarement une histoire de bisounours. Après, tout cela, et c'est un peu la patte de Duno Graphique, est traité aussi avec humour. Tommy est un dessinateur de presse, donc il sait, par une petite bulle, un petit personnage dans un coin, désamorcer. Alors je ne me risquerai pas à vous en citer parce que l'humour sorti de contexte comme ça, c'est compliqué. Mais voilà, vous avez toujours un petit personnage, un petit quelque chose dans un coin qui va désamorcer et apporter un peu de légèreté. Trop bien. Alors, différent, après on parle de l'éthique de Spinoza. Donc là, on va quelques siècles avant. Voilà, donc ça c'est vous dire la diversité. On s'est attaqué aussi à la philosophie. Alors on avait fait un premier livre sur le traité de la réforme de l'entendement, qui est une œuvre un peu moins connue de Spinoza. Et on s'est attaqué après à son œuvre majeure, l'éthique, qui est réputée pour être un des textes les plus compliqué de la philosophie. Donc Philippe Amador, qui n'est pas du tout philosophe, qui est dessinateur professionnel, s'est attaqué à ce texte. Il est dingue de Spinoza, il y en a. Voilà. Et donc ce qu'il a fait est intéressant parce il est retourné au texte d'origine, au texte latin, et avant de traduire l'éthique en BD, il a retraduit une grande partie du latin en français pour s'approprier le texte et pour déjà commencer à vulgariser les concepts qu'il a ensuite revulgarisé en bande dessinée. Donc, je ne suis pas philosophe, donc je ne vais pas me risquer à trop détailler, mais enfin, ceux qui sont passionnés de philosophie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est dessinateur et il a un trait très, très rond, presque enfantin, qui, a priori, paraît assez opposé à des textes très sérieux comme la philosophie de Spinoza, mais qui finalement apporte beaucoup de légèreté et permet de dédramatiser un peu et de descendre d'un niveau et de rendre ce texte accessible, à la fois par le texte et par le dessin. Il y a du contenu, hein, on le voit quand même. Oui, c'est assez gros. Oui. Même à l'intérieur, beaucoup de textes, donc on ne sera pas non plus déçu d'une étude superficielle. Là, on va vraiment dans les détails. Ah oui, c'est vraiment le texte de l'éthique vulgarisé en BD. Tout aussi compliqué. Après, vous vouliez nous parler de... Alors, je crois que je n'ai même pas le terme de... quantique, physique quantique, c'est ça? Faut pas avoir peur, la physique quantique, c'est incompréhensible, ce qui fait que les gens rachètent constamment des livres, c'est parfait. Voilà, ça c'est notre bébé, parce que c'est notre premier Duno Graphique. Alors il est paru en 2019, le label a été créé après en 2021, mais c'est notre premier, donc effectivement une bande dessinée sur la physique quantique et la relativité. Et tout Duno Graphique était déjà en germe là-dedans, c'est-à-dire prendre un sujet de savoir, un sujet scientifique compliqué. La physique quantique, on ne fait pas beaucoup plus compliqué. Même les physiciens ont du mal à comprendre. Comme disait Richard Feynman, prix Nobel, si vous avez compris, c'est que j'ai mal expliqué. Voilà. Donc c'est ça. Et prendre ce savoir difficile, le traduire en bande dessinée avec des personnages aussi, parce que c'est des BD documentaires, mais il y a parfois des personnages, une histoire. Et puis en mettant de l'humour, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, Quantique, typiquement, ça commence autour d'un barbecue où on explique des bases de la physique. Ça continue avec une promenade à vélo qui permet de traiter la notion d'espace-temps.
Je sais que je vais perdre quelques personnes, mais c'est juste pour montrer finalement comment les concepts sont abordés. Après, les héros vont dans un bal costumé de super-héros, ce qui permet d'expliquer E égale MC2, mais oui. Et puis ça se termine dans une fête foraine où on va expliquer la dualité onde-matière, c'est-à-dire qu'un atome est à la fois solide et une onde, en prenant l'exemple de la pêche au canard dans une fête foraine. Voilà. Donc, oui, il y a de l'humour, il y a des choses très concrètes, quotidiennes presque, qui permettent de faire passer des concepts un petit peu plus compliqués. Du coup, l'auteur a récidivé avec Infinix pour expliquer finalement l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et on aura un 3e tome à la fin d'année qui s'appellera Cosmix sur l'univers. C'est vraiment intéressant cette notion d'humour parce que j'ai l'impression qu'on la retrouve un petit peu dans pas mal de vos titres comme une sorte de fil rouge pour aider quand même à faire passer certains concepts qui, mine de rien, même si vous dites que c'est facile, on est quand même sur des choses un petit peu complexes. Hein. Non, la physique quantique, je dirais pas que c'est facile. Est-ce que j'ai le droit de terminer par... Bien sûr. Un autre bébé, bon, je dirais pas pourquoi, mais finalement, alors la physique quantique, c'est un sujet compliqué à dédramatiser, mais il y a un autre sujet en France qu'il faut dédramatiser, c'est le pinard. Quand on voit comment les gens sont pétrifiés devant un verre de vin, on se dit que oui, il y a du travail pour expliquer que le vin c'est cool, le vin en fait c'est simple. Et donc on a eu envie de, finalement, comme on s'empare d'un sujet scientifique, de s'emparer de l'œnologie avec Œnologix, une bande dessinée pour tout comprendre sur le vin, où on va, idem, alors il y a des personnages, il y a 3 personnages, une personne qui connaît moins et puis 2 experts qui vont le prendre en main et lui faire le tour des vignobles de France pour lui expliquer le vin. Pareil, avec beaucoup d'humour et des comparaisons très simples. On va expliquer que voilà, le vin c'est comme les cheveux, ou alors le vin c'est comme le cinéma. Et puis on a beaucoup de références aussi à la culture populaire avec des films, Louis de Funès, Star Wars, OSS, les tontons flingueurs, tout y passe. Voilà, pour mettre de l'humour, dédramatiser et profite pour dire qu'on vient de faire un 2e tome, voilà, qui est très axé dégustation, plaisir, et en plus on a mis des petits exercices pour que les gens puissent travailler chez eux et apprendre en pratiquant. Ouais, les exercices pratiques, il n'y a que ça de bien. Je ne peux pas quand même m'empêcher de vous demander pourquoi tous ces X à la fin. Alors, j'ai une réponse politique et une moins. Ça vient des comics américains. Ça a commencé pas par nous. Il y a des bandes dessinées type Economics qui sont parues avant qu'on s'y mette, qui ont bien marché. Et finalement, ça envoie facilement le signal qu'on vulgarise en BD quelque chose. Peut-être qu'il y a une vague référence à Astérix aussi. Je ne me risquerai pas sur ce terrain. Mais oui, c'est un marqueur assez fort pour le grand public. Je pense qu'il se comprend très bien. Ouais. Merci beaucoup, François. Petit catalogue, je crois qu'il sera à disposition pour ceux qui ont la chance d'être ici. Effectivement, oui. Je me permets de rajouter quand même qu'il ne faut pas hésiter à poser toutes vos questions. Il y a un canal dédié. Moi, par ailleurs, j'en ai plein. Je me demandais, Pascal, on se dit quand même que le marché de la BD est assez dynamique ces dernières années. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a une vraie appétence qui est remontée pour ce genre, ce type de cette manière de raconter des histoires plutôt? Une sorte de dynamics sur le sujet. Je crois que depuis depuis le milieu des années 90, aussi, la bande dessinée a atteint une sorte de complétude dans les sujets qu'elle pouvait traiter. Il y a eu une évolution qui la ramène au 19e siècle avec des funnies aux États-Unis, des comics, quelque chose qui est lié à l'enfance, y compris ici, une maturité qui ne bascule pas vers des récits pour les adultes au moment où le cinéma, lui, rapidement, Eisenstein, voilà, même des Méliès, il y a des préoccupations adultes, et la bande dessinée, parce que c'est du dessin, est gardée un peu dans le giron de l'humour, plus tard de l'humour et l'aventure, et puis quand après Pilote et l'avènement du scénario, quand après À suivre et l'avènement d'une bande dessinée qui cette fois-ci peut toucher les adultes, puis les multiples mutations, Will Eisner qui publie Un bail avec Dieu, et on commence à parler de roman graphique, le changement des formats, tout ça amène à une maturité, à une lessiveuse, et puis cette lessiveuse accouche
grâce à une crise économique, avec des éditeurs qui n'arrivent plus à prendre de jeunes auteurs à l'aube des années 90, à ce qu'a amené l'association, Jean-Christophe Menu et les autres, qui autorisent cette fois-ci les sujets, l'intime, le social, le politique, le documentaire. Donc cet avènement-là, finalement, petit à petit, s'est installé. Il y a eu des productions d'énorme qualité et une diversification du lectorat et donc de la production. Et donc on ne peut que le constater et se satisfaire et se réjouir. Après, il y a la surproduction que cela représente, que le marché a un peu de mal à absorber, surtout que les autrices et les auteurs ont du mal à gérer, dans la mesure où ils sont seuls face à une machine qui, elle, peut se récupérer sur la masse, et pas eux. Mais sur le plan de cette diversité, la capacité pour quelqu'un qui s'intéresse uniquement à un sujet de le trouver forcément en bande dessinée, et forcément avec des bandes dessinées de qualité, tout cela existe. C'est la réalité concrète de ce que l'on voit. C'est tout sauf un monde parfait. Il faudrait qu'il y ait tellement plus de librairies partout, parce que c'est un marché de l'offre plus que de la demande. Si vous n'étiez pas dans vos librairies, personne ne demanderait de bande dessinée. Il faut que vous soyez là pour qu'il y ait des choses pour qu'il y ait cette mise en valeur de ce niveau de production. Mais voilà, cette situation qui est à la fois merveilleuse et complexe. Bon, les éditeurs autour de moi sont un peu jugés partis, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette production, justement, cet avènement un peu? Ce qui est intéressant, c'est vrai qu'il y a, comme toujours dans l'édition, quand quelque chose marche, on finit par beaucoup produire. Je ne sais pas si on produit trop. L'offre est magnifique. Ce qu'il faut voir, ce dont on se rend compte, c'est que la France est assez précurseur sur ces BD de non-fiction, ces BD documentaires. On le voit quand on essaie de vendre les droits à l'international. C'est pas toujours simple parce que les autres marchés sont pas mûrs. Le marché américain est dominé par les comics et ils regardent ça d'assez loin. Les Anglais également. Il y a eu un article dans le Bookseller, donc l'équivalent de Livre Hebdo, qui actait que l'Angleterre, les pays anglo-saxons, étaient en retard sur la BD documentaire. Voilà. Donc c'est vrai qu'on produit beaucoup, mais je crois qu'on a une chance, c'est qu'on est quand même un pays qui s'est emparé de ce média pour en faire de la transmission de savoir, pour en faire la transmission d'histoire. Et je pense qu'il faut s'en féliciter aussi. Bon. Oui, tout à fait. Je me demandais si vous aviez quelque chose à... Je pourrais m'entendre ça. Mais oui, non, c'est vrai. Je pense que c'est important de le souligner, oui, cette surproduction aussi. Et je pense que c'est aussi aux éditeurs de se discipliner d'une certaine manière, puisque c'est eux qui ont le pouvoir face à l'auteur. Et non, mais je trouve que c'est important de le dire. À la Boîte à Bulles, on trouve ça, enfin, on fait attention. On sait qu'on a notre force de travail qui nous permet de sortir environ 2 bandes dessinées par mois, de les pousser, ces 2 bandes dessinées. Et c'est quelque chose qui peut être dommageable pour l'industrie, pour les libraires, pour les auteurs, pour tout le monde, de jouer à ce jeu, de sortir le maximum possible en espérant qu'il y en ait juste un seul qui permettent de financer, parce qu'en effet, il n'y a que l'éditeur qui s'y retrouve dans cette chose-là. Tout à fait. Quentin, d'ailleurs, vous êtes posé la question, vous, quand vous... David, vous êtes posé la question quand vous avez lancé la maison, de cette question de la surproduction ou pas? Bah oui, évidemment. Ouais. Évidemment, nous, on a la chance d'être à la fois une maison de presse et d'édition. Et c'est vrai que nos succès, Anatole Latuile, l'Ariole pour les petits, sur les ados aussi, avec Bande d'ados, ils sont accompagnés par la presse, c'est-à-dire les bandes d'ados, les récits, ils naissent aussi dans Okapi, nos héros, ils naissent dans les titres presse de la jeunesse. Et l'idée pour nous, c'est effectivement de pas avoir trop de titres, d'en avoir 5-6, à la fois effectivement pour accompagner les autrices, parce qu'on a beaucoup d'autrices, et il me semble que c'est assez nouveau aussi ça finalement dans les marchés à développer et à conquérir, et puis de pouvoir les accompagner aussi en presse. Donc les Bunsborn, ça va être aussi un feuilleton dans la Croix l'Hebdo, l'idée qu'il y ait une forme comme ça de synergie pour que les titres trouvent leur public, atteignent aussi des lecteurs qui ne sont pas tous effectivement des habitués des romans graphiques, de la bande dessinée, et qu'on puisse les accompagner vers ces nouvelles formes de récits. Ouais. Génial, merci beaucoup à tous les 4. Pascal, on vous retrouve tout à l'heure sur le plateau manga, et puis on se retrouve dans 1 minute à peine pour un nouveau plateau plutôt autour des BD de genre et de science-fiction.